bonjour à tout le monde. Je vais donc vous présenter aujourd'hui une conférence consacrée à Dresde, la Florence de l'Elbe. Dresde, c'est une ville en Allemagne, comme vous le savez sans doute, et je vous propose de la visiter aujourd'hui, mais dans une sorte de voyage temporel, puisqu'on va s'intéresser en fait à son histoire, on va s'intéresser notamment à ce moment très fort de son histoire qui est le XVIIIe siècle. C'est ce moment-là où Dresde devient peut-être la plus belle ville allemande, ça on pourra en discuter, mais en général, elle a été présentée en tant que telle. C'est là que ce fameux mythe de Dresde, comme on l'appelle, hein, le mythe de Dresde, se construit. Et c'est ainsi que de nombreuses réalisations architecturales et urbanistiques, conjuguées à l'essor des arts, font de cette ville une capitale artistique d'importance. Et cette histoire est très importante à connaître pour comprendre justement le choix de la reconstruction. Donc c'est un sujet que j'aborderai à la fin de la conférence parce que, comme vous le savez peut-être, Dresde a été totalement anéanti par les bombardements dans la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de parler de ces bombardements et de ces destructions, on va d'abord parler de l'histoire fantastique de Dresde et donc en particulier alors je ne sais pas si vous voyez bien mon pointeur ici, donc en particulier de ce XVIIIe siècle qui est le plus extraordinaire dans son histoire. Eh bien, je vais commencer avec cette image qui nous montre la vue sur Dresde depuis les collines de Lößnitz. Donc vous voyez que c'est une image qui montre en fait un paysage avant tout, mais tout au fond de l'image, on peut apercevoir tout au fond une silhouette de la ville très légère dans le creux de la vallée et ça nous permet d'évoquer une première chose très importante, c'est que la ville de Dresde se trouve dans un site naturel qui est vraiment de grande beauté. Et c'est d'ailleurs aussi ce site qui a permis de classer Dresde sur la liste de l'UNESCO. Ça, j'en parlerai à la fin de la conférence. Donc c'est dans ces méandres de l'Elbe qui vient de Bohême et qui part vers le nord jusqu'à Hambourg, sur plus de 1000 km, que va naître cette cité magnifique. Donc le fleuve à ce niveau-là a déjà été rejoint par Moldo. Vous savez, Moldo, c'est une rivière qui, tout comme Elbe, démarre en Bohême. Et c'est déjà donc un fleuve qui a une belle prestance, si on peut dire, et qui permet aux bateaux de circuler de façon très aisée et donc qui, bien sûr, participe au développement du commerce et donc au développement économique de la région et de la ville en particulier. Donc, vous voyez sur cette image qui est vraiment assez romantique, très belle, qui nous invite déjà à ce rêve des princes qui est donc lié justement à cette ville de Dresde. Donc, proche de Pologne, proche de Bohême, Dresde a une situation géographique très avantageuse et elle va connaître au XVIIIe siècle une transformation spectaculaire grâce à l'intervention de deux grands mécènes et princes surtout, deux électeurs de Saxe qui vont élire Dresde comme leur ville de résidence et qui vont mettre l'art au service d'un rêve. Ils vont donc transformer la cité princière en une capitale des arts qui va attirer une multitude d'artistes et d'architectes et bien sûr aussi de commerçants et enfin plein de personnes de tous les bords. Donc ces deux princes qui nous intéressent aujourd'hui sont d'abord celui qu'on appelle Auguste le Fort, donc vous le voyez sur l'image de gauche, sur un cheval, vraiment très victorieux comme ça, avec un bâton de commandement dans la main. Vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui a de la prestance et le cheval est très fougueux. Et puis son fils, Auguste III, donc roi de Pologne, qui lui succède et qui continuera son œuvre vraiment de bienfaisance artistique, on va dire. Auguste le Fort devient en fait le roi de Pologne en 1697. Donc il sera couronné sous le nom Auguste II. Voilà, donc je vais dire parfois Auguste II, mais la plupart du temps, je vais essayer de dire Auguste le Fort pour que vous ne soyez pas trop perdus dans tout ça. Et ensuite, vous avez donc Frédéric Auguste II qui, en fait, en devenant roi de Pologne, devient Auguste III. Voilà, donc je vais parler de lui comme d'Auguste III.
Alors, en ce qui concerne Auguste le Fort, c'est surtout lui qui va vraiment commencer à créer des constructions magnifiques dans la ville de Dresde. C'est lui qui va se trouver, donc, si vous voulez, à la tête d'un des États les plus grands d'Europe, juste après la Russie. C'est quelqu'un qui va avoir une grande passion pour les femmes. On voit déjà qu'il est très élégant sur son cheval, mais aussi pour la porcelaine. On va parler donc de la porcelaine de Meissen, qui est la porcelaine de la région. Il va créer une académie de dessin qu'il va transformer par la suite en académie de peinture en 1705. Donc, comme je vous ai dit, il est couronné en 1697 en tant que roi de Pologne et à ce moment-là, il se convertit au catholicisme. Avant, il était protestant. Et ça ne sera pas sans incidence pour le développement de la ville de Dresde. En ce qui concerne son fils, Auguste III, je vais l'appeler comme ça, qui est né en 1696, donc juste vous voyez un an avant le couronnement de son père en tant que roi de Pologne. C'est aussi un passionné des arts. Il est à l'origine de la Gemäldegalerie de Dresde, c'est-à-dire la pinacothèque de Dresde, où on peut voir des œuvres d'art magnifiques de divers artistes européens. Je ne vais pas parler aujourd'hui de tous ces artistes, je vais mentionner un ou deux artistes seulement qui sont plus étroitement liés à notre thématique, mais sachez que si vous allez à Dresde, vous trouverez dans la pinacothèque des œuvres aussi bien d'artistes allemands que d'artistes français, d'artistes italiens. Par exemple, la fameuse Vénus de Giorgione, Vénus endormie, se trouve justement à Dresde, à la pinacothèque. Il va exercer un mécénat artistique exemplaire, suivant l'exemple notamment de Louis XIV, qui reste pour lui une grande inspiration, hein, donc notre roi français. Il va succéder à son père sur le trône de Pologne en 1733 et il va régner pendant 30 ans, jusqu'en 1763. Il meurt à ce moment-là. Il va consacrer donc sa vie à la promotion des arts jusqu'à la guerre des 7 ans qui commence en 1756. Son fils, Albert de Saxe, donc le petit-fils d'Auguste le Fort, n'est-ce pas, sera à l'origine d'Albertina de Vienne. C'est lui qui épouse la fille de Marie-Thérèse et qui va en fait enrichir les collections de Vienne par sa magnifique collection de dessins et de gravures. Donc vous voyez qu'on est dans une famille très artistique, très portée vraiment par le rayonnement par les arts, hein, évidemment. Et donc, c'est ça qui est très intéressant pour notre sujet parce que ces personnalités qui s'intéressent à l'art, ce n'est pas toujours le cas dans les cercles haut placés, vont bien sûr participer à faire de Dresde une ville magnifique, incontournable, peut-être même la plus belle ville allemande. Je vous montre donc, pour commencer, un plan de Dresde qui date du XVIIIe siècle, donc autour de 1747 probablement, et sur lequel on peut un petit peu se rendre compte de l'organisation de la ville. Alors je sais que les plans sont parfois un peu difficiles à lire hein, pour le commun des mortels, surtout pour les gens qui préfèrent regarder les peintures, mais c'est rien de sorcier, on va essayer de le décrypter. Dans la partie basse, vous voyez la silhouette de la ville telle qu'elle se présente déjà à ce moment-là. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelques tours qui émergent depuis les forteresses. Et sur le plan à lui-même, on voit le coude de la rivière, donc Elbe, et les douves ici qui entourent la vieille ville, donc ce qu'on appelle Altstadt, hein, la vieille ville, qui est fortifiée. Et de l'autre côté de la rivière, donc on a un pont qui coupe la rivière, on a un petit pont justement qui s'appelle Augustusbrücke, le pont d'Auguste. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle la Neustadt, la nouvelle ville. Bon, elle est déjà très ancienne, bien sûr, mais à l'époque, elle est nouvelle. Et elle est entourée des fortifications beaucoup plus sophistiquées par rapport à la vieille ville, puisque ici, on a déjà cet art de fortification qui s'est développé, et notamment en France avec Vauban. Donc, on se sert bien sûr de toutes ces connaissances et on fortifie cette nouvelle ville de façon bien plus sophistiquée par rapport à la ville qui date du Moyen-Âge et qui s'est progressivement agrandie, mais qui a des fortifications un petit peu plus chaotiques, et qui a donc besoin, au fond, d'avoir cette douve autour de la ville. Alors, dans ce plan de la vieille ville, on peut déjà reconnaître à ce moment-là donc, quelques places importantes, comme ici, une petite place. Alors, est-ce que je ne sais pas très bien si j'ai le bon pointeur, si vous le voyez ou pas. Alors, hop. Je prends un autre pointeur, ici, la
petite place avec la Frauenkirche, l'église Notre-Dame. En haut, dans le petit écoinçon ici, je vais changer de pointeur parce que je ne sais pas lequel est le bon, vous avez aussi l'autre bâtiment dont on parlera, c'est Zwinger. Donc, ce sont déjà deux bâtiments importants, mais on reconnaît aussi donc, la petite ligne qui coupe la rivière en deux, qui est la ligne représentant le pont, le pont d'Auguste. Et ça, c'est donc un autre bâtiment, une autre construction vraiment très importante, puisqu'elle va donner toute l'allure aussi à cette ville. Nous avons un tracé assez pittoresque du côté de la vieille ville, et vous voyez que du côté de la nouvelle ville, c'est un peu plus peut-être organisé, un peu différent, en tout cas une sorte d'éventail. On voit aussi une place dans la vieille ville qui est toute carrée, donc c'est la grande place carrée qui est le Altmarkt, donc le vieux marché, dont on parlera également aussi. Le Zwinger donc, a déjà aussi un opéra royal, mais qui va être incendié juste un an plus tard. Donc, c'est ça qui permet de dire que ce plan, il date probablement de 1747, parce qu'en 1748, donc cet opéra va disparaître dans les flammes, et on verra tout à l'heure qu'il y a un autre opéra qui sera construit à la place. Alors, parlons maintenant de Zwinger. Qu'est-ce que c'est ce Zwinger? C'est une composition urbaine sur l'emplacement de l'ancienne forteresse. D'ailleurs, le mot Zwinger signifie fausse braie et vient de là. Donc, le mur extérieur a été conservé, mais on a construit donc un ensemble de bâtiments, d'arcades. On voulait faire plus, mais ça, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, qui sont commandés par Auguste II, donc Auguste le Fort, à son architecte préféré qui s'appelle Popelmann. Donc, entre 1711 et 1722, Popelmann va travailler sur les petits pavillons, 6 pavillons qui seront reliés par les galeries. Donc, on peut voir ici notamment ces galeries. Et l'entrée se fait par une porte qu'on appelle la Kronentor, donc la porte couronnée, on peut dire, et qui sera décorée avec un dôme en bulbe doré. Au fond de cette image, vous apercevez la grande silhouette de Residenzschloss. C'est le château de la résidence, donc c'est le château en fait des princes. Et donc ce Zwinger, il va quasiment juxter en fait ce château de la résidence, et il va offrir un espace de détente, un espace où pourront se faire divers défilés, diverses fêtes. Donc ici, vous voyez déjà un défilé des chars et des cavaliers pour la fête des dames, etc., etc. Donc on va en fait construire un endroit où il fait bon vivre, où c'est vraiment agréable de se retrouver et de faire la fête. Donc les travaux sur Zwinger ont avancé au retour de Popelmann de Versailles. Il fallait donc faire un petit tour en France et ça trouver une inspiration. Et en 1719, on vraiment inaugure, on va dire, en grande pompe cet ensemble, cette composition urbaine, avec le mariage de Frédéric Auguste II, celui qui deviendra plus tard Auguste III, donc le fils d'Auguste le Fort. Il épouse Maria Josepha d'Autriche. Voilà. Et on fait un grand mariage et tout ça, ça se passe au Zwinger. Et on continue par la suite à y faire divers défilés, carnaval, etc. Et notamment une fête, vous voyez, qui est immortalisée par cette petite image, le carrousel comique en 1722. Donc à ce moment-là, apparemment, le carnaval a été vraiment très, très réussi. Le cortège était particulièrement somptueux, mené par le roi masqué. Donc vous voyez que le roi lui-même, même si c'est un roi très sérieux, il va quand même participer à ces festivités de façon vraiment très active. Tout n'a pas été construit comme Popelmann l'imaginait, comme Auguste II l'aurait bien sûr aimé. Il y a des projets qui existent pour Zwinger, comme celui-ci, qui montrent vraiment un peu la mégalomanie, on peut dire, et vraiment ce grand dessin qu'on avait pour cet endroit. On n'a pas pu tout faire parce que malheureusement aussi, on n'avait pas forcément toujours l'argent nécessaire. Même si le roi de Pologne était certainement très riche, avait beaucoup de sujets, mais quand même, l'argent manquait. Donc, on n'a pas construit tout, mais on voit quand même sur ce projet un peu ce à quoi on rêvait. Et donc, on voit un bâtiment qui est vraiment qui est une grande classe, où on voit une sorte
d'ordre très rythmé, très élégant, mais en même temps, donc il pourrait rappeler, si vous voulez, le classicisme français, mais en même temps, ces grandes tours qui dépassent et qui donnent un côté un petit peu féerique et qui n'ont rien, bien sûr, à voir avec l'architecture ou l'art français. Donc, on a vraiment un style bien propre, assez féerique, qui n'est pas sans rappeler finalement ce qu'on peut trouver aussi à Prague. Hein, c'est vraiment l'Europe centrale. Hein, c'est cette propulsion à créer une sorte de conte de fées. Donc ici, vous avez un tableau d'un artiste qui justement a été attiré par Dresde, hein, parce que c'est donc une ville qui va rayonner au-delà des frontières du royaume de Pologne. C'est Bernardo Bellotto, qu'on appelle Canaletto le Jeune, qui est le neveu du fameux artiste italien Canaletto. Je pense que Canaletto, vous en avez déjà entendu parler, c'est un artiste notamment qui a immortalisé Venise sous tous les angles, et son neveu, donc on appelait Canaletto le Jeune, c'était très avantageux de porter ce nom, va donc venir jusqu'à Dresde, va s'installer là et va représenter la ville comme le faisait son oncle à Venise. Lui, il va représenter Dresde. Et donc ici, nous voyons en fait ces douves de Zwinger, et on voit en fait ici cet accès qui se fait par un petit pont, une passerelle, vers cet espace-là, qui semble très arboré. Et en effet, Zwinger, il faut le dire, devait d'abord en fait être ce lieu de fête, mais aussi les bâtiments qui étaient tout autour de cette grande place que vous avez vu tout à l'heure étaient en fait destinés à accueillir les orangers. Parce que donc en été, on mettait les orangers sur la place, hein, mais en hiver, il fallait bien sûr les protéger. Et donc, nous avons ces bâtiments qui sont construits tout autour, qui servent véritablement pour accueillir les orangers. Donc, ce sont des orangeries. C'est une orangerie. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus une orangerie. Aujourd'hui, nous avons notamment des salles d'exposition qui sont là. Alors, cette envie d'investir vraiment la ville allait au-delà, si vous voulez, de juste le petit endroit de Zwinger. Ce Zwinger devrait pouvoir devenir une sorte de point de départ, d'un axe beaucoup plus important qui imiterait en quelque sorte quasiment cet axe que l'on peut trouver à Paris, qui va du Louvre jusqu'à aujourd'hui la Défense. Et nous avons un architecte d'origine française, François Cuvillier, qui va d'ailleurs être très important pour Munich, ça on pourra en parler une autre fois, mais qui va également à Dresde proposer une nouvelle composition urbaine, donc à partir de Zwinger, que vous voyez en fait à la bordure de la ville. Il imagine de casser la petite fortification qui était faite donc auparavant, ici, et de construire donc un axe qui s'étendrait vers l'ouest. Alors ici, le plan, il est à l'envers. Hein, il est à l'envers. Je vais vous montrer tout à l'heure dans un autre sens. Donc, par rapport au nord et sud, il est à l'envers. Enfin, il est complètement décalé. Donc, cette composition, en fait, urbaine, qui commencerait au Zwinger et qui se prolongerait avec des espèces de jardins ou d'espaces comme ça verts. Et on est vraiment dans un rêve d'extension absolument grandiose qui ne sera pas du tout réalisé parce que peut-être aussi on entre dans une autre époque. On est déjà en 1763 et le deuxième prince bienfaiteur de Dresde, c'est-à-dire le roi de Pologne Auguste III, meurt à ce moment-là. Le goût change, bref, tout change et cette extension envisagée vers l'extérieur ne se fera pas. Alors voilà, je vous mets ici les deux cartes qu'on a donc déjà vues, mais qui sont toutes les deux sont maintenant mises un peu à l'envers. C'est fait exprès. C'est justement parce que là, ils sont à l'endroit par rapport à notre habitude de lire les cartes. Donc, le nord est en haut, bien sûr, le sud en bas, l'ouest donc à gauche et l'est à droite. Et donc, vous voyez en fait ici, sur l'image que vous avez donc à gauche, vous voyez le vieux plan de Dresde au XVIIIe siècle. Et à droite, je vous montre le plan, le projet en fait de Cuvillier, donc d'extension de
vieille ville de Altmark, donc à partir de Zwinger vers l'ouest, n'est-ce pas, un peu nord-ouest plutôt. Donc vous voyez que c'était un projet vraiment très très grandiose, mais qui ne s'est pas réalisé. Mais ça nous montre comment cette ville de Dresde avait déjà en fait en son germe quelque part ces rêves de construction, reconstruction qui évidemment nécessitaient quelques destructions aussi au passage. À chaque fois qu'on voulait agrandir, qu'on voulait embellir, il fallait détruire l'existant. Donc en tout cas, ce qui a été finalement réalisé, disons la forme finale de Zwinger, on peut la voir à peu près sur cette carte postale de 1890, donc à la fin du 19e siècle, où on voit donc au fond d'ailleurs une église qui n'existe plus, qui a été détruite par les bombardements, Sophie Kirche, l'église Sainte-Sophie, mais où on voit très très bien à droite de l'image la Kronentor, donc la porte de couronnement qui en fait est donc, si vous voulez, l'accès principal à partir donc des douves vers Zwinger. Et nous voyons que Zwinger est en réalité un grand jardin, un très grand jardin avec des arbres, des orangers qui vont donc être rangés bien sûr dans les orangeries sur le côté pendant l'hiver. Et en fait, c'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est que finalement ce Zwinger, vous voyez, c'est un petit, c'est un caprice, un petit, plutôt grand caprice d'un roi. Ce n'est pas un bâtiment typique, c'est une composition vraiment urbaine, et même on peut dire c'est déjà de l'art du jardin en quelque sorte qui se précise ici. C'est l'idée du jardin des Hespérides. Donc c'est les Hespérides, ce sont ces figures mythologiques qui gardaient, vous savez, un jardin secret avec des pommes d'or, oranges peut-être, surveillées par Atlas et auxquelles Hercule allait voler trois pommes. Vous vous rappelez, dans les travaux de Hercule, dans la mythologie antique, il y a ce travail, il fallait qu'il aille dans le jardin des Hespérides voler 3 pommes. Et donc Atlas, le père des Hespérides, va l'aider dans cette entreprise. Matthias Popelmann, l'architecte du lieu, disait « On ne saurait rêver plus agréablement du paradis » en parlant de Zwinger. Voilà, donc on était vraiment au paradis. Alors paradis mythologique, paradis chrétien, je vous laisse choisir, mais dans les deux cas, en tout cas, c'est un environnement absolument agréable. Donc Auguste Lefort va lui-même être en quelque sorte représenté sous la figure de Hercule qui apparaît à divers endroits dans les sculptures ou les décorations murales, fresques, mais qui ont disparu dans le Zwinger. Mais vous voyez ici, par exemple, le couronnement donc, d'un des pavillons avec ce Hercules Saxonicus, c'est-à-dire Hercule saxon. C'est bien sûr l'idée de représenter le roi Auguste Lefort, il ne s'appelait pas Lefort pour rien, en tant que cette figure qui la tient d'ailleurs le globe céleste, parce qu'au moment d'aller chercher les pommes du jardin des Hespérides, il fallait qu'il prenne le globe sur ses épaules, au lieu pour que Atlas puisse se libérer et aller chercher les pommes à sa place. Donc ce Hercule est présenté là comme quelqu'un vraiment, vous voyez, de très très fort. Et en fait, il doit nous faire penser à ce Auguste Lefort qui protège les muses aussi, en dehors du fait qu'il soumet les peuples à sa volonté. Donc vous voyez que ce Zwinger, même si c'est un endroit pour se reposer, ou je ne sais pas, en tout cas pour se relaxer comme au paradis, c'est ce que prétendait Popelmann, il y a en même temps un message politique très fort, sous-jacent, qui est habilement glissé ici ou là, d'ailleurs un peu partout. Il faut dire que Zwinger, qui sera détruit dans la Seconde Guerre mondiale, sera le premier bâtiment reconstruit. On en parlera juste tout à l'heure. Mais avant cela, regardons encore une autre petite folie du roi, qui est le palais japonais, Japanisches Palace, ou Japanisches Palais. Alors, cette construction, qui à l'origine n'est pas du tout en fait une construction royale, elle est construite par Popelmann, l'architecte préféré du roi, mais elle est construite pour un baron von Flemming, qui en 1717 va le vendre au roi, Auguste Lefort. Et le roi va décider en fait d'y installer, de le rebâtir un petit peu. Donc on l'appelle japonais parce qu'il a un petit peu une allure, soi-disant, japonisante ou japonaise pour les yeux de l'époque.
Et donc, à partir de 1725, il va y abriter ses collections de porcelaine. Donc, tout cela est à mettre en lien avec le goût pour l'Orient de cette époque, notamment la Chine et le Japon aussi. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, on est en pleine vogue de chinoiserie, notamment au début du XVIIIe siècle. On est vraiment très intéressé, enfin très admiratif devant cette vaisselle extrêmement fine que peuvent fabriquer les Chinois et aussi d'ailleurs les Japonais, qui est quasiment transparente, parfois même transparente à la lumière, et on essaie de percer en fait le secret de fabrication de ce type d'objet. Et ça se fera, ce secret sera percé justement en Allemagne, justement en Saxe, tout près de Dresde. On découvrira en fait la façon de fabriquer la céramique chinoise, la porcelaine, et on fonde une première manufacture de porcelaine européenne à Meissen. C'est là qu'on trouve le gisement de kaolin. Donc la porcelaine est un objet de grand luxe à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, pas tellement, mais à l'époque, c'était vraiment un objet de grand luxe. Donc, cette maison de plaisance construite pour le baron von Flemming deviendra en fait un palais japonais, donc un autre rêve du roi qui est réalisé. Et cet effet asiatique, vous voyez, surtout souligné à l'intérieur de la cour du palais. Donc là, je vous montre un petit détail sur son ornementation. En particulier, c'est ce qu'on appelle atlas, en fait, ces figures masculines qui sont comme des sortes de piliers qui soutiennent l'entablement et qui ont des têtes japonaises, entre guillemets, c'est-à-dire sont ces figures qui correspondent à ce qu'on imagine du type asiatique à l'époque. Ce palais donc abritera la collection de porcelaine d'Auguste Lefort, et puis par la suite, au début du XXe siècle, il deviendra le musée ethnographique qui fascinera beaucoup les artistes modernes, notamment les artistes du groupe Die Brücke, dont je vous mentionnerai tout à l'heure un exemple. Aujourd'hui, cette collection de porcelaine dont je vais vous parler rapidement ne se trouve plus dans le palais japonais, mais dans le Zwinger. Donc le Zwinger, l'orangerie en quelque sorte, a été réaménagée. On n'a pas besoin de mettre des orangers. Elle a été transformée en musée de porcelaine. Donc si vous allez un jour à Dresde, j'espère que vous irez, c'est bien évidemment un lieu incontournable. La scénographie, comme vous pouvez le voir sur cette image, est vraiment magnifique et on se promène dans les salles comme ça qui se succèdent et où on peut admirer la porcelaine chinoise, japonaise, mais aussi la porcelaine de Meissen. Donc cette porcelaine qui est à l'époque appelé l'or blanc. C'est vraiment un objet de grand luxe. C'est un objet qui est importé de très loin. À l'époque, on n'a pas les avions, on n'a pas les trains, donc vraiment le voyage est très très long. C'est vraiment un objet extrêmement précieux. À chaque pot, chaque petit pot, chaque vase est d'une valeur inestimable, on peut dire. Et extrêmement aussi résistante. Alors même si bien sûr on peut la casser, mais elle va quand même résister, vous le verrez tout à l'heure dans un exemple, puisque c'est un matériau qui, à sa fabrication, est cuit à 1200 degrés, donc elle peut résister assez bien au feu. Et le secret de fabrication donc est découvert à Meissen, c'est fantastique, comme ça, en dehors de cette importation de la céramique orientale, comme vous voyez par exemple ici, qui déjà elle-même imite d'ailleurs certaines formes d'objets néerlandais du XVIIe siècle, parce que le néerlandais avait un comptoir près du Japon. Donc, en dehors de ces objets importés, on va aussi pouvoir avoir des porcelaines fabriquées sur place à Meissen, et qui d'ailleurs encore aujourd'hui valent vraiment beaucoup. Ce n'est pas la petite porcelaine qu'on peut acheter au supermarché du tout, c'est vraiment la porcelaine de qualité. Donc vous voyez sur cet exemple de 1725, donc c'est vraiment un des premiers exemples finalement de porcelaine aboutie, sachant que même si on avait découvert le procédé, c'était quand même très très délicat.
de fabriquer un objet en porcelaine. Et donc, il y avait énormément de pièces qui étaient cassées au moment de la fabrication, dans toutes ces étapes successives. Et il y a peu d'objets finalement qui pouvaient arriver jusqu'au bout. Hein. Donc, d'autant plus, c'était bien sûr précieux et rare d'avoir un objet abouti. Et vous voyez donc sur cette porcelaine de Meissen que la décoration est très chinoiserie en fait. Hein. Elle est très vraiment, elle reprend les motifs orientaux. Donc, on imite dans un premier temps à Meissen ce que peuvent fabriquer les artistes, les artisans de Chine ou de Japon. Mais ensuite, on se lâche un petit peu hein, et on va commencer à créer des motifs beaucoup plus européens, on va dire, mais quoique qu'on range aussi d'ailleurs souvent dans la catégorie des chinoiseries, parce que justement, c'est un petit peu tout et n'importe quoi qui est rassemblé sur une même image. Notamment, ici, vous avez des singes ou divers autres animaux qui sont habillés comme des humains et qui font toutes sortes comme ça d'activités assez plaisantes la plupart du temps. Hein, c'est rien de sérieux. Et vous voyez déjà que les formes aussi de cette porcelaine sont très particulières, notamment le plat qui est posé, donc le grand plat hein, qui est posé à la verticale, a une forme compliquée, avec des découpes compliquées. Et on est ici, en fait, dans une esthétique bien particulière de l'époque, donc qu'on appelle rocaille, ou même rococo, hein, pour des cas un peu extrêmes, très, très décorés et très sophistiqués, très compliqués. Donc, on est devant des œuvres qui se plaisent à démultiplier divers types d'ornements. On trouve aussi bien les animaux, que la nature, que les petits rubans roses qui agrémentent le tout. Vous voyez, ça peut nous tout à fait rappeler l'ambiance qu'on peut avoir aussi jusqu'à quelques années auparavant et encore à cette époque-là, à ces dates-là, avec par exemple les tableaux de Boucher. Hein, on est dans ces sortes de chinoiseries et de ces images très très plaisantes. Et un autre objet en porcelaine aussi, de Meissen, toujours le buste d'un Asiatique. Et donc, je voulais vous le montrer parce que là, vraiment, on a ce portrait qui est parfaitement conforme aux clichés européens de l'époque, l'idée qu'on se fait des Asiatiques. Donc, nous avons ces yeux obliques, nous avons ces lobes d'oreilles extrêmement flasques et démesurés, les vêtements amples et tombants, et donc toutes sortes comme ça de déformations qui sont en fait dans l'imaginaire collectif de l'époque associés à cette Asie fantasmée que peu d'artistes véritablement connaissent. Hein. La plupart du temps, ce sont des images qui circulent et des images de voyageurs ou des descriptions de voyageurs qui sont traduites par les gravures. Et tout ça, ça donne bien sûr une image un petit peu, on va dire aujourd'hui, un petit peu caricaturale en fait hein, des personnes asiatiques. Mais vous voyez que cette image, finalement, ce visage, est très proche de ces figures qu'on a vues tout à l'heure sur les piliers, sur les atlas, sur l'ornementation de la cour intérieure du palais japonais. On quitte donc cette collection de porcelaine qui, à l'origine, était présentée au palais japonais. Aujourd'hui, vous la trouverez au Zwinger. Et on regarde une superbe réalisation, encore toujours en porcelaine, de Meissen, sur le mur de Residenzschloss. Donc, ce château de la résidence que vous avez vu tout à l'heure au fond d'une gravure que je vous montrais. Ce mur a été décoré, vous le voyez ici, au 19e siècle, entre 1871 et 1876, par une gigantesque frise en porcelaine qui célèbre la dynastie des Wettin depuis Conrad Margrave de Meissen, 12e siècle, jusqu'à Georges de Saxe, 1902-1904. Cette frise fait 102 mètres long et elle est haute de 10 mètres et demi. Elle se compose de 23 000 carreaux de porcelaine de Meissen, miraculeusement échappés aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Miraculeusement, oui, parce que le mur n'est pas tombé et la céramique, la porcelaine, comme je vous disais, elle résiste au feu. Donc, il y a quelques carreaux qui ont dû être remplacés, mais il y en avait quand même 90%, voire plus, des 23 000 qui sont restés sains et saufs. Donc, cette magnifique composition, vous voyez là, pour célébrer aussi bien, bien sûr, cette
ces dynasties régnantes à Dresde encore à la fin du 19e siècle. On en rajoute jusqu'au début 20e, les derniers tronçons. Mais aussi, bien sûr, ça célèbre ce rêve de Dresde, vous voyez, de ville princière, d'une grande capitale artistique, celle où on découvre, de la région où on découvre, on perce le secret de fabrication de la porcelaine. Donc, c'est vraiment une image absolument époustouflante, super. Vous ne pouvez pas ne pas la voir quand vous passez à Dresde. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce château de résidence, Residenzschloss? Bon, au début, c'était un château du roi, n'est-ce pas? C'est là qu'il résidait, comme le dit son nom. Mais comme c'était un grand collectionneur et comme déjà les ancêtres aussi d'Auguste Lefort commençaient quand même à amasser un petit peu de richesse, il a décidé en fait d'installer déjà à l'époque, au XVIIIe siècle, dans ce château, une sorte de musée, un cabinet de curiosités qui donc comporte divers objets, que ce soit les objets artificialia, c'est-à-dire objets d'art, ou naturalia, c'est-à-dire les objets naturels, curiosités de la nature, ou encore les scientifica, c'est-à-dire les objets qui viennent du monde, disons, des sciences. Donc, on a 3 catégories, artificialia, naturalia ou scientifica. Tout cela est regroupé, et on appelle ça, à l'époque, Kunstkammer, ou Wunderkammer, le cabinet des merveilles, le cabinet des curiosités en français, et tout cela est exposé au départ dans une pièce qui a des poutres vertes, et donc on l'appelle la voûte verte, Grünes Gewölbe. Et donc, sous cette voûte verte se trouve aujourd'hui, alors il y a voûte verte historique, mais aussi voûte verte plus moderne, se trouve aujourd'hui une multitude, des milliers d'objets, les uns plus extraordinaires des autres, d'une valeur inestimable, bien sûr. Vous avez peut-être entendu parler d'un vol il y a, je crois, 2 ans de cela, dans les collections de cette voûte verte. Oui, on a volé quelques 3, 4, 5 objets, mais c'est rien par rapport à ce qui est resté. Heureusement d'ailleurs, heureusement. C'est inimaginable la valeur que peuvent avoir ces objets. Donc, on a toutes sortes de combinaisons en plus entre la nature et la science et l'art. Vous voyez par exemple ces couteaux qui ont été fabriqués à Gênes au XVIe siècle. Alors, ils ont une manche très particulière, c'est du corail. Donc ça, le corail, c'est un objet curieux, bien sûr, qui vient de la mer. On ne comprend pas trop bien à l'époque d'où ça vient, parce que c'est mou quand c'est sous l'eau, après ça durcit quand c'est à la lumière. On prétend, d'après les légendes mythologiques, qu'il s'agit en fait des algues qui sont pétrifiées par le sang de méduses. Enfin, il y a toutes sortes comme ça de croyances sur cet objet. Donc, c'est un objet qui a une forme irrégulière et ça plaît beaucoup au XVIe siècle à tous ces princes, qu'ils soient italiens d'ailleurs ou tchèques ou allemands, peu importe. Tout le monde adore ça. C'est étrange comme objet. Donc, nous avons, vous voyez, ce corail qui est monté avec les couteaux. Vous avez encore ici d'autres objets qui viennent de Java. Le Kris de Java, c'est une arme de prestige qui a appartenu très certainement à une haute personnalité de Java. Mais au cours du XVIIe siècle, elle s'est retrouvée donc à Dresde et on l'a dotée d'un nouveau manche et le fourreau a été peint de motifs chinois. Donc, il était peint à Dresde, mais avec des motifs chinois. En ce qui concerne plutôt les scientifica, donc plutôt les objets de science, nous avons donc au Zwinger également un pavillon qui est consacré aux sciences, au salon de physique et des mathématiques. C'est là qu'on a déplacé ces objets scientifiques, mais qui à l'origine faisaient partie de la même Kunstkammer que le reste, bien sûr, ou de la Wunderkammer. Ce sont des globes notamment, donc à l'époque aussi, vous voyez, on est au XVIe siècle, et puis plus tard, on découvre le monde dans sa complexité. Il y a des nouveaux continents, bien sûr, qui sont découverts par Christophe Colomb et plein d'autres
navigateurs. Hein. Donc au XVIe siècle, on a déjà une idée approximative de à quoi ressemble la Terre, peut-être aussi à quoi ressemble le ciel, parce que d'un côté, nous avons le globe terrestre, de l'autre côté, le globe céleste, qui montre les connaissances en astronomie. Et donc, ce sont des objets qui sont faits, si vous voulez, sur mesure. Ce n'est pas une fabrication à la chaîne, bien sûr. On a quelques exemples au monde qui sont conservés aujourd'hui, et il ne devait pas y en avoir des milliers. Hein. C'était un certain nombre d'exemples assez réduits destinés à des commanditaires de prestige. Bien évidemment, nos princes dresdois en faisaient partie, ou même déjà leurs ancêtres. Donc, ils collectionnaient ces objets, même déjà assez anciens, qui ont été d'ailleurs fabriqués souvent en Allemagne. En Allemagne, à Nuremberg, et à Augsbourg, on avait des orfèvres et des mécaniciens, surtout à Augsbourg, extraordinaires et qui pouvaient aussi fabriquer donc les globes mécaniques. Donc ce globe céleste que vous voyez à droite, un gros plan, c'est un globe qui permettait en fait de lire en quelque sorte dans les étoiles le destin de l'homme, donc en situant par rapport à une date précise sous une constellation précise, parce que ce qui est représenté sur le globe, ce ne sont pas bien sûr les continents, mais plutôt les constellations que nous voyons au-dessus de nos têtes. Donc c'est un objet qui, il y avait une petite clé qu'on pouvait tourner, puis ça bougeait, vous voyez, ça bougeait dans tous les sens, donc on voyait comment évolue le soleil, comment évolue le ciel au fil de l'année. Donc vraiment un globe extrêmement important pour tout prince qui voulait faire des conquêtes, parce qu'il fallait s'assurer que les étoiles soient bien placées avant d'attaquer l'ennemi. Donc il y avait un but militaire aussi, hein, tout ça. Alors ensuite, vous avez donc ces objets tout à fait curieux qui sont déjà fabriqués. Vous voyez, ici on est à 1600. Un orfèvre inventif de Leipzig, Elias Geyer, qui va façonner à partir de coquilles de turbots et de nautiles des créatures marines et grotesques, très appréciées à la cour de Saxe. Et donc ce type d'œuvre, ainsi que des nacres indiennes, sont vendus à la foire de Leipzig. À Leipzig, c'était une ville où il y avait une grande foire. On pouvait venir chercher ces curiosités, ces choses un peu comme ça extraordinaires. Et donc, on adorait ça. On adorait mettre ça sur les tables des banquets. Et vous voyez donc ici une sorte de licorne dont l'arrière du corps est transformé en coquillage sur lequel est dressé un petit personnage avec un trident. Donc, on devine que c'est très certainement Neptune, le roi des mers, et qui, avec les rênes, une chaînette comme ça, en fait, véhicule, conduit dresse cette licorne. Et puis nous avons encore ici cet autre coquillage. Vous voyez, on est toujours en Nuremberg au début du XVIIe siècle, donc une décoration de table. Donc parfois ces décorations pouvaient, pareil, être mécaniques, hein, ça pouvait avancer comme ça carrément sur la table comme une petite voiture. Aujourd'hui, vous savez, les petites clés, je ne sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais petite, ça existait en tout cas. Aujourd'hui, peut-être que tout est télécommandé à distance, mais là, on est encore à l'époque de la mécanique, bien sûr, donc tout est remonté. Alors ici, je ne sais pas si cet objet a été aussi véritablement mécanisé, peut-être pas, parce qu'on a quand même un coquillage hein, qui est fragile, mais ce coquillage est surmonté, vous voyez là, d'une sorte de proue, de bateau. En fait, on a un mât, on a une sorte de bateau comme ça. Et en tout cas, c'est un objet, encore une fois, de très, très grande valeur. Vous voyez, c'est de l'or, de l'argent et bien sûr un coquillage qui, à l'époque, est quelque chose de très rare. Hein. C'est encore un objet exotique. Et enfin, comme si tout ça ne suffisait pas, bien sûr, il y a quelques milliers d'objets, c'est pas assez. On va encore en produire au XVIIIe siècle, sous le règne donc d'Auguste le Fort en particulier. Nous avons un très grand orfèvre dresdois qui s'appelle Dindlinger et qui va, pour le roi, fabriquer toutes sortes de choses. Ça, c'est une œuvre qui est superbe à voir, malheureusement très difficile à voir en photo parce qu'elle est bien protégée, donc sous verre. Mais le jour où vous irez à Dresde, vous pourrez l'admirer. C'est un grand plateau en argent sur lequel est représenté le trône de grand Mogol qui faisait fantasmer, qui faisait rêver notre Auguste le Fort. C'est une œuvre qui est présentée à la cour
lors de l'anniversaire du Moghol à Delhi. Enfin, c'est une œuvre qui présente cet anniversaire, en fait. Donc, on a plein de petits personnages, des animaux et tout comme ça sort de créatures, hein, qui, en fait, entourent le grand trône que vous voyez en doré et sur lequel se trouve au milieu, bien sûr, le personnage donc principal, le grand Moghol. Donc, globalement, quand on met toutes les figurines dessus, on a 132 figurines d'or émaillé. En ce qui concerne les matériaux employés, 4909 diamants, oui, 4909 diamants, 160 rubis, 164 émeraudes, un saphir, un seul, 16 perles et 2 camées. Voilà, de quoi avoir une vie tranquille une fois qu'on vende cette œuvre d'art. Bien sûr, elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à acheter, mais vous voyez rien qu'un objet en lui-même, quelle valeur il doit avoir. Quelle valeur, disons, mercantile, on ne peut même pas imaginer, en fait, c'est unique au monde, mais en plus, quelle valeur artistique, bien sûr, parce qu'il est justement aussi unique au monde. Donc, ce petit joujou d'Auguste Lefort ressemble à une sorte de Playmobil de luxe. Alors, ce n'est pas mon jugement, mais c'est une observation que j'ai entendue quand j'étais une dernière fois à Dresde. Il y avait un touriste allemand qui disait mais c'est comme un Playmobil. Voilà. Alors moi, j'aurais bien aimé avoir un Playmobil comme ça à la maison, mais peut-être je ne jouerais pas beaucoup, j'aurais peur de le casser. Voilà, donc tous ces objets que je vous montre ici, et je pourrais bien sûr y passer des heures et des heures, parce que évidemment, il y en a des milliers en tout matériaux. Il y a des ivoires, il y a du jade, il y a de l'or, de l'argent, des diamants, des rubis et toutes sortes de pierres précieuses et des petites mécaniques et de l'émail et de la porcelaine et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Tout cela crée une espèce de Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire d'œuvre d'art totale, baroque, d'Auguste Lefort, qui est en même temps l'expression de son pouvoir absolu. Et nous avons donc au total 4000 objets, plus de 4000 objets de valeur inestimable. Et ce qui est fantastique, c'est que ce lieu extraordinaire est ouvert au public dès le début du XVIIIe siècle. C'est un lieu d'étude, de création et bien sûr d'admiration. Donc ça, c'est tout à fait unique à ce moment-là d'avoir une telle collection ouverte au public. Alors maintenant que vous avez compris la richesse, la magnificence du prince, allons voir encore ce qui se passe à ce moment-là dans la ville, comment la population réagit à tout ça. Je vous ai dit qu'Auguste Lefort, au moment d'être couronné roi de Pologne, 1697, doit se convertir au catholicisme. Or, la population allemande, la population de Dresde est plutôt protestante. Donc, les gens de Dresde, la population de Dresde ne va pas voir tellement de bon œil cette conversion princière et elle va réagir en édifiant une magnifique église à l'emplacement d'une église déjà existante, qui était l'église importante Notre-Dame de Dresde, que vous voyez donc sur la petite gravure de gauche en 1610. Et en fait, on va la raser, destruction, démolition, et on va construire à sa place une église encore plus belle, encore plus grande, encore plus magnifique. C'est la Frauenkirche, donc l'église Notre-Dame de Dresde. C'est une église donc luthérienne, l'œuvre de Georg Bahr, construite entre 1626-43. Là, vous voyez justement c'est déjà cette gravure à quoi elle va ressembler. Elle fait 96 mètres de hauteur. Elle est conçue vraiment comme un symbole protestantisme face au catholicisme du roi de Pologne, enfin du prince de Saxe, Auguste Lefort. Donc, c'est une église qui n'est pas construite par le prince, mais par la ville. Elle est financée par les dons, en partie aussi par les dons qui devaient financer autre chose, notamment la construction d'une église protestante des exilés de Salzbourg. Voilà, un petit détournement de fond, mais ce n'est pas grave. On a une très, très belle église à la fin. C'est vraiment l'édifice sacré protestant le plus grand d'Europe. Donc Georg Bahr va opter, vous voyez, pour un plan cintré. Alors, ça peut vous paraître tout ça très bizarre parce que vous dites, mais ça fait très baroque. En effet, or, le baroque, c'est l'esthétique de la contre-réforme, c'est-à-dire l'Église catholique victorieuse qui veut en tout cas montrer sa force, sa puissance face au protestantisme.
Mais les protestants, très habilement, récupèrent cette rhétorique baroque, récupèrent ce vocabulaire architectural bien typé et ils se l'approprient. Et ils font leur église avec ce plan, vous voyez, un peu étrange, centré hein, et vraiment ondulant, baroque, avec cette tectonique baroque. Ça leur pose aucun problème que c'est à l'origine l'esthétique de la contre-réforme. Vous voyez aussi donc à droite l'élévation, la coupe nord-sud. Donc vous voyez cette église qui est couronnée vraiment d'une coupole et donc une lanterne, etc., jusqu'en haut. Donc la coupole qui fait un diamètre de 40 mètres et qui pèse 12 tonnes. Je ne sais pas comment ils l'ont pesé, mais enfin, hein, elle pèserait donc 12 tonnes. Elle est en pierre. Alors cette église, elle va bien sûr être immédiatement admirée, représentée dans les peintures. Et ici, vous avez cette peinture à nouveau de notre Bernardo Bellotto, Canaletto le Jeune, qui montre l'église, donc à son emplacement, hein, à côté vue depuis, ou derrière elle plutôt, Rampischenstrasse, donc c'est la rue hein, derrière. Et vous voyez en fait sur cette image, ce qui est intéressant, c'est la taille de cette église. On a les petits personnages, on a les immeubles, les maisons à côté, et puis on a l'église qui est bien plus grande que tout le reste. C'est vraiment une sorte d'énorme bâtiment parachuté comme ça dans ce milieu urbain qui est déjà assez serré parce que c'est un tissu, si vous voulez, urbain qui date déjà du Moyen-Âge, hein, qui bien sûr un petit peu été aéré hein, progressivement par l'histoire, par les petites démolitions, mais quand même on est dans une place qui peut paraître relativement petite pour un tel édifice. Et surtout, vous voyez cette Frauenkirche, vous l'apercevez au fond de l'image, va construire vraiment la skyline, on pourrait dire, de Dresde. Cette skyline qui se définit à travers les coupoles, à travers des clochetons qui sortent à travers des tours. Et vous voyez d'ailleurs aussi à droite un autre bâtiment qui apparaît en construction, c'est la cathédrale de Dresde qui sera construite par le roi. Alors, soi-disant un secret, je ne sais pas comment il a pu le faire un secret parce que finalement, on la voit quand même de partout. Mais donc, nous avons cet ensemble, vous voyez, urbain qui déjà montre en fait vraiment ce qu'on appelle une skyline, c'est-à-dire une silhouette de la ville visible et lisible de loin, ce qui fait que Dresde pourra bien sûr être représentée comme une ville aperçue au fond d'une vallée et qu'on reconnaît parce qu'il y a des clochetons, il y a des tours, il y a, vous voyez, des coupoles qui montent au ciel. Encore une autre image de Dresde de Canaletto qui nous montre une chose très intéressante. C'est Altmarkt, hein, donc ce marché, ce vieux marché, cette grande place rectangulaire que je vous montrais au début sur la carte du XVIIIe siècle à Dresde. Vous vous apercevez qu'il y a une église, hein, cette église au fond qui s'appelle Kreuzkirche, hein, l'église de la Sainte Croix. Et en fait, vous apercevez que sa silhouette au milieu du XVIIIe siècle n'est pas la même qu'en 1900. Oui, parce que cette église, elle a aussi été reconstruite. Elle a été détruite, elle a été reconstruite. Elle a ensuite été bombardée, elle a été reconstruite. Donc, nous avons à Dresde toute une histoire de destruction et de reconstruction qui ponctue l'histoire de la ville. Celle, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale ne sera pas la première, mais sera peut-être la plus importante des destructions. Une carte postale de 1900 qui nous montre aussi cette ville de Dresde, donc cette rivière, la rivière Elbe, qui la traverse avec déjà les petits bateaux à vapeur. Donc jusqu'à nos jours, il y a des petits bateaux pour les touristes. Je ne sais pas s'ils sont vraiment à vapeur, mais si, sans doute un petit peu aussi, parce qu'il y a quand même une petite sirène qui démarre quand le bateau démarre. Donc, il y a un petit côté, bien sûr, assez pittoresque. Mais on voit déjà, en fait, sur cette image, autour de 1900, cette modernité aussi qui arrive dans la ville de Dresde, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de regarder donc la partie droite également, où on voit une sorte de terrasse surélevée qui est construite sur les anciennes fortifications de la Renaissance par le comte Heinrich von Brühl. Et donc, il construit ce qu'on appelle les Brühlsche Terrassen, c'est-à-dire les terrasses de Brühl, on pourrait le traduire comme ça. Qui était ce comte Heinrich von Brühl? Un personnage très influent au XVIIIe siècle et très riche. Il était ministre
de Auguste III. Et il se fait construire, donc en 1737, on pouvait vous demander avec quel argent, un palais avec galerie, bibliothèque, jardin, bref, tout un petit royaume dans la ville, très critiqué à l'époque. Les gens se demandent d'où il sort tout cet argent. Mais bon, quand vous êtes ministre, que vous avez la main sur les finances du roi, peut-être que l'argent n'est pas un problème. En 1747, en tout cas, toutes ces terrasses ont lui été données par le roi pour le remercier d'introduire l'impôt sur le revenu. Voilà comment on s'enrichit. Et donc, il se construit tout un ensemble comme ça de bâtiments où aujourd'hui on peut se promener en liberté et admirer en fait la rivière, admirer les bateaux, admirer les ponts aussi, parce que le pont que vous voyez au fond, c'est déjà un autre pont qui a été construit à la fin du 19e siècle pour laisser passer le tram. Donc, bien évidemment, au 19e siècle, Dresde se modernise, mais elle reste quand même dans l'imaginaire collectif très attachée à cette époque célèbre, glorieuse, magnifique qu'est en fait le 18e siècle. Donc, au début du 19e siècle, ici en 1810, vous voyez une petite gravure qui montre Dresde. On la reconnaît bien, cette ville, avec cette silhouette, cette skyline magnifique. Au fond de la vallée, c'est déjà une image très pittoresque, bien évidemment portée par le sentiment romantique. Et en parlant du romantisme, arrêtons-nous un petit moment sur Caspar David Friedrich. Alors, Caspar David Friedrich, peut-être son nom ne vous est pas complètement inconnu. C'est un artiste romantique excellent, vraiment le plus grand artiste romantique en Allemagne et qui va avoir une formation académique de haute qualité, accès aux grandes œuvres des maîtres du passé, puisqu'il va s'établir à Dresde en 1798. Donc, il va pouvoir admirer toute la collection déjà bien ficelée des œuvres d'art de divers artistes. Donc, cette collection de la Gemäldegalerie, de la Pinakothek, qui a été constituée par Auguste III. Caspar David Friedrich va voyager en 1810 dans les Riesengebirge, donc on appelle les montagnes des géants. Donc c'est une chaîne montagneuse qui se trouve à la frontière entre aujourd'hui l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne. Et donc c'est pas très loin de Dresde, parce que Dresde, comme je vous ai dit, n'est pas très loin de Pologne et de la Bohème. Et donc cette montagne, cette chaîne montagneuse, Riesengebirge, va devenir un des grands sujets de la peinture de Friedrich. Et je pense que vous connaissez ces tableaux, notamment le voyageur au-dessus de la mer des nuages. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire de l'alpinisme, qui aimait monter dans les points élevés et sentir le monde à ses pieds. Et donc là, nous avons aussi une image très romantique comme ça, avec un rocher tout à fait presque dans le ciel, sur lequel est planté une croix. Donc ça, c'est une invention de l'artiste. Et il y a une femme qui aide monter un homme. Alors là, il faudrait vraiment avoir une loupe pour le voir, mais vous pouvez me croire, il y a une femme qui aide un homme à monter jusqu'en haut. Donc, on a ce sentiment, vous voyez, de nature grandiose, ce sentiment de religiosité qui est tout à fait typique de la peinture romantique allemande et en particulier chez Caspar David Friedrich, qui est attaché quand même à la ville de Dresde. Et aujourd'hui, ses œuvres d'ailleurs se trouvent en partie aussi à la Gemäldegalerie. Mais Dresde, si j'avance très rapidement, parce que je vais vous parler ensuite d'autres choses, donc juste pour vous donner un autre moment très fort dans l'histoire artistique de la ville, c'est le début du XXe siècle. C'est le moment expressionniste. C'est le moment où, en 1905, Ernst Ludwig Kirchner, un artiste très jeune à l'époque, avec ses amis, Haeckel, Pechstein, Schmid-Rottluff, crée un petit groupe artistique, mais qui aura une grande répercussion sur l'art allemand, et même au-delà de l'Allemagne, c'est le groupe Die Brücke, ce qui signifie le pont. Alors pourquoi le pont? Parce que bien évidemment, il y a ce fameux pont Augustus Brücke, le pont d'Auguste à Dresde. La ville, Dresde, c'est la ville des ponts. Il y a d'autres ponts qui ont poussé entre-temps. Et donc, voilà, en prenant ce nom, bien sûr,
ils se placent bien dans leur ville, et en même temps, bien sûr, c'est le pont entre l'ancien et le nouveau, c'est le pont entre voilà, les différents stades de l'art. Et donc, ce groupe Die Brücke est un groupe qui en fait lance en quelque sorte une peinture expressionniste de façon très officielle comme ça en Allemagne, même s'il y a certains artistes déjà juste avant qui étaient dans cette voie, engagés dans cette voie expressionniste, mais là, on a vraiment une constitution d'un groupe qui se veut ouvert à toute la génération, la jeune génération, et qui lance un appel en fait à cette jeune génération d'authenticité, de spontanéité. Et d'ailleurs, ce groupe va avoir quelques centaines, enfin quelques dizaines d'adhérents au cours de sa courte histoire. Il va être dissous en 1913. Donc, je vous montre ici simplement un seul tableau de Kirchner qui nous montre justement la rue à Dresde. Vous voyez à quoi ressemble, d'après Kirchner, bien sûr, c'est très subjectif comme peinture. La rue à Dresde, en 1908, c'est une rue avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de population, d'élégantes, et c'est une rue aussi où on aperçoit déjà les voitures ou les trams. Vous voyez, une sorte de machine à l'arrière du tableau. Bon, après, Kirchner et ses amis préféreront beaucoup plus aller dans la campagne autour de Dresde pour peindre le nu dans la nature. C'est plus sympa que peindre les femmes habillées, n'est-ce pas? Mais on a quand même, vous voyez, cette image de la ville et qui sera d'ailleurs montrée, dépeinte par d'autres artistes. Je pense aussi, par exemple, à Otto Dix, qui sera un artiste dadaïste un peu plus tard, au début des années 20. Donc, en tout cas, nous avons une histoire qui a démarré avec beaucoup de splendeur, de magnificence, de promesses, une ville qui au XIXe siècle se modernise, qui est tout à fait au début du XXe siècle et même après la Première Guerre mondiale dans le top des villes européennes. C'est une ville où le monde afflue de partout parce que son environnement exceptionnel, naturel, donne l'occasion de se ressourcer sur le plan de la santé. Donc, il y a par exemple plusieurs sanatoriums qui sont construits sur les collines de Dresde. On va même installer un musée d'hygiène en 1930, après quelques célèbres expositions liées à ce thème d'hygiène, parce qu'à Dresde, nous avons aussi l'industrie chimique qui fabrique des produits très très bons pour le corps, comme par exemple un bain de bouche qui s'appelle Odol et qui existe encore de nos jours et qui a été une invention d'un certain monsieur Lindner, lequel, avec cette fortune constituée grâce à cette eau de bouche, va lancer la création du musée d'hygiène. Donc, nous avons vraiment une ville aussi qui n'a pas peur de la modernité. C'est ça ce que je veux dire. C'est une ville qui n'est pas juste la ville rêvée des princes du XVIIIe siècle, mais aussi une ville expressionniste, une ville moderne, fonctionnaliste, avec des bâtiments vraiment remarquables qui poussent aussi des quartiers aussi bien Art Nouveau, Jugendstil, que des quartiers vraiment fonctionnalistes, de l'architecture plus épurée, les logements sociaux, les usines, une ville qui vit vraiment, qui bouge et qui est très très bien placée sur le top des villes européennes. Mais il y a la guerre qui arrive et les bombardements. Et là, tout est à recommencer. Dresde a subi des bombardements violents, en particulier dans la nuit du 13 février 1945, où les Alliés ont bombardé de façon sans pitié, impitoyable, la ville. C'est presque la fin de la guerre, 13 février 1945. Quelle idée de bombarder la plus belle ville d'Allemagne, le mythe de Dresde. Et c'est justement parce que c'est une ville tellement symbolique dans l'esprit de la population allemande, et même au-delà, c'est la plus belle ville d'Allemagne, dit-on, qu'il faut montrer en fait la puissance des Alliés contre justement ces Allemands nazis qui occupaient d'ailleurs aussi la ville. Ils faisaient très bon vivre à Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale apparemment. L'idée c'est de punir un fief nazi, mais l'idée c'est aussi de montrer la force des Alliés face à l'armée rouge qui progresse en venant de l'Est. Bon, c'est sans doute assez réussi dans l'objectif, en tout cas la ville est rasée. Les Soviétiques vont donc arriver jusqu'à Dresde, et vous savez que Dresde va se retrouver dans l'Allemagne de l'Est, puisque l'armée russe va jusqu'à Berlin, qui est plus à l'ouest. Donc Dresde fait partie, bien sûr, de ce bloc soviétique. Et la ville est détruite, le centre-ville,
l'Altstadt et même le Neustadt sont détruits à 90%. Il y a plus de morts en une nuit que pendant toute la guerre. Hein. Des milliers de cadavres, même des centaines de milliers de cadavres qui sont ramassés là, et les bâtiments totalement détruits. Donc là, vous avez par exemple une image à gauche qui vous montre Zwinger, ce fameux Zwinger, après les bombardements, que les soviétiques vont toutefois reconstruire très vite pour y exposer finalement toutes ces œuvres qu'ils ont dans un premier temps amenées pour les protéger à Moscou. Mais vous avez aussi la Frauenkirche, cette magnifique église protestante qui va être réduite en cendres. Donc, il y a juste 2 petits éléments qui restent, 2 ruines qui restent. En fait, dans un premier temps, la coupole a tenu, elle s'est effondrée le lendemain des bombardements. Ce qui est tout à fait extraordinaire, et tout le monde le remarque, c'est que la sculpture de Martin Luther, qui a été placée devant l'église, a survécu. Certes, il est tombé par terre, mais il a survécu au bombardement. C'est miraculeux. Aujourd'hui, il est réinstallé devant l'église. Donc, on va se lancer dans une discussion très longue qui durera des décennies de comment reconstruire la ville de Dresde, ce mythe de Dresde. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire de la ville qui va pouvoir s'écrire. On va lancer une sorte de concours d'architectes, mais aussi de simples citoyens. Tout le monde pourra présenter ses idées les plus farfelues les unes que les autres, parfois, de la reconstruction de la ville. On va publier un texte programmatique de l'architecture soviétique, de l'architecture de la RDA, et on va essayer de reconstruire la ville tant bien que mal selon ses préceptes. Alors donc, il y a différents moyens, si vous voulez, de reconstruire. Hein. Donc, on va dire que pendant, en fait, toutes ces décennies, jusqu'à nos jours, hein, quasiment, en fait, on va hésiter entre ce que les Allemands appellent Reconstruction et Wiederaufbau. Alors, reconstruction, c'est la reconstruction, à l'identique ou pas, alors que Wiederaufbau, c'est une sorte de rénovation. Hein, c'est comme vous savez, rénovation un peu à la manière de Viollet-le-Duc. Hein, c'est une sorte de restauration, en fait, de la ruine. Et donc, on va hésiter entre ces différentes options à prendre. Et nous avons donc quelques bâtiments qui seront reconstruits donc à l'identique, mais enfin reconstruits vraiment complètement relevés, enfin oui, reconstruits de zéro, à partir de zéro. Notamment Zwinger. Hein, donc ce Zwinger que vous voyez, c'est l'image aujourd'hui avec cette Kronentor, hein, donc cette porte d'entrée avec ce petit, très légère petite passerelle au-dessus des douves. Donc Zwinger a été reconstruit par les soviétiques en fait, hein, à l'identique, et on y a réinstallé donc les œuvres de la Gemäldegalerie qu'on avait auparavant donc amenées à Moscou. Donc ça a été réouvert en grande pompe dans les années 50. On a aussi reconstruit à l'identique la Semperoper, donc c'est l'opéra de Dresde, qui est un bâtiment, il y a une histoire assez intéressante parce que c'est un bâtiment qui a été détruit plusieurs fois. Le premier bâtiment date de 1838, il a été construit par Gottfried Semper, c'est un architecte qui est notamment connu pour la construction des 2 musées, Kunsthistorische Museum et musée de la nature, des sciences naturelles à Vienne, dans la grande composition urbaine à Vienne. Donc, lui, il est venu à Dresde, il a construit le premier bâtiment. Après, il a été banni de la ville à cause de ses opinions. Et le bâtiment a brûlé en 1869, donc 30 ans plus tard, après sa construction. Et le deuxième bâtiment donc, a été fait par son fils, qui s'appelait Semper aussi, mais Manfred Semper, non pas Gottfried. Donc, le bâtiment, on l'appelle Semperoper, c'est l'opéra Semper, et qui est détruit à la guerre et qu'on reconstruit à l'identique, mais seulement en 1977, on entreprend cette reconstruction et on l'ouvre en 1985 seulement. Donc, vous voyez qu'on est quand même déjà 40 ans après la guerre, après la fin de la guerre, après les bombardements, quand l'opéra Semper ouvre ses portes. Donc, ça, ce sont ces reconstructions à l'identique. Hein. Ensuite, nous avons des reconstructions au goût du jour de l'époque. Par exemple, Altmarkt. Cet Altmarkt, je vous ai montré sur de petites images où on voyait la Kreuzkirche. Eh bien, on va le reconstruire d'une autre manière. On va le reconstruire avec des palais pour les travailleurs. On est en pleine période staliniste, dans les années 50. Et donc, on va faire une architecture assez pompeuse,
très monumentale, avec des ornementations, avec beaucoup d'emprunts historicistes. C'est ce qu'on appelle le réalisme socialiste. Ça peut vous paraître un peu bizarre comme terme, mais c'est ainsi que Staline concevait la réalité socialiste, communiste de l'époque. Donc, on construit quelques beaux palais pour les travailleurs. Après, on s'aperçoit que ça coûte beaucoup d'argent de construire des beaux palais pour les travailleurs. Donc, on est beaucoup plus parcimonieux sur la décoration par la suite. Le bout de ce Talmarkt, de ce vieux marché, va être réservé à la construction du palais de la culture, pour lequel toutes sortes de projets farfelus ont vu le jour, notamment des espèces de grands bâtiments qui pourraient ressembler à l'université Lomonosov de Moscou, si vous voyez de quoi je parle. Mais comme Staline est mort entre-temps, on a finalement préféré d'adopter un autre style. Les années 60 voient donc la construction du Kulturpalast, que vous voyez ici. C'est un superbe bâtiment très élégant, d'inspiration moderniste. Un verre, béton, vous voyez sur les pilotis, on a un petit peu toute cette architecture des années 20 et 30 qui a été théorisée autour du Bauhaus, ou Le Corbusier, ou Mies van der Rohe, donc tous ces grands architectes. Donc tout cela, vous voyez, sont ces idées qui sont récupérées dans les années 60, dans cette vague moderniste, et on construit, donc ça c'est le nord de Altmarkt, et ensuite, en allant vers le sud, vers la gare, on reconstruit une partie de la Pragerstrasse. Donc cette fois-ci, l'image, on regarde du sud vers le nord. Donc on voit au fond de l'image l'église qui pointe, c'est la Kreuzkirche, Altmarkt avec un peu de verdure, et tout au fond le Kulturpalast. Et puis vous apercevez des petites clochetons, ce sont des bâtiments donc notamment de Residenzschloss et de Zwinger qu'on peut voir. Donc là, on regarde vers le palais de la culture qui est très épuré moderne, et vous voyez que cette Pragerstrasse, qui était vraiment une sorte de Champs-Élysées de Dresde, une rue 19e siècle avec des magnifiques bâtiments, va être reconstruite d'une manière radicalement différente de ce qu'elle était. On fait vraiment le choix de construire une ville socialiste modèle, aérée, spacieuse. La rue, vous voyez, comme une place avec de multiples fontaines. On a un grand bâtiment sur la droite, vous voyez, une grande barre qui sert à héberger beaucoup de monde, et sur l'autre côté, des barres perpendiculaires à la rue qui sont quand même reliées par des bâtiments beaucoup plus petits qui ont juste un étage et qui permet de créer, si vous voulez, une sorte d'ambiance urbaine assez agréable en fait dans la rue. C'est assez inspiré de la reconstruction de Rotterdam, de la comment s'appelle, Lignbahn, je crois, de Rotterdam. Donc, vous voyez, dans les années 60-70, là, c'est achevé en 70, on est dans une ambiance moderniste. Donc, rien à voir avec Dresde de 18e siècle, on est d'accord. Mais il reste toujours encore quelques ruines, toujours encore. Il faut imaginer que la ville, en fait, telle qu'elle était rasée, elle n'a pas été donc reconstruite d'emblée, et on avait le tas de Frauenkirche, donc cette espèce d'amas de pierre, que les Dresdois ont refusé d'enlever. Donc, ils se sont rebellés en fait contre le pouvoir soviétique, lequel a finalement accepté de laisser le tas de caillasses sur place en disant « Ok, c'est le monument contre le fascisme et la guerre, etc. » Très avant-gardiste comme monument. Et tout autour de ça, il y avait Zwinger qui était reconstruit, et puis rien. Des ruines ou rien. No man's land. No man's land jusqu'à Kulturpalast. Donc, il faut imaginer Dresde jusqu'aux années 80 comme une sorte de ville complètement vide, rasée. Il n'y avait rien, à part les caillasses de Frauenkirche au milieu. Et puis quelques ruines, comme Residenzschloss, par exemple. Donc Residenzschloss est resté en ruine très longtemps. Vous voyez son état en 1986. Alors on a commencé à s'activer. On voit qu'il y avait quelques grues qui apparaissent. Et on s'est finalement dit, bon, on va reconstruire l'identique. Et donc, vous voyez, l'image en haut nous montre l'état d'aujourd'hui, tel que Residenzschloss donc, se présente reconstruit à l'identique. Et puis arrive un autre événement politique très important qui va encore bousculer cette reconstruction de Dresde, c'est la chute du mur de Berlin. Donc, vous voyez, la chute du mur de Berlin, c'est la destruction du mur de Berlin qui va avoir les conséquences absolument incroyables pour la reconstruction de Dresde. On va décider de reconstruire la Frauenkirche à l'identique. La caillasse qui restait au milieu de la ville, on va la trier, on va la classer, on va la numéroter.
On va retrouver bien sûr tous les nombreux dessins originaux qu'on avait des projets de l'église. On va lancer un appel au monde entier, Ruf aus Dresden, appel depuis Dresde, et trouver quelques 180 millions d'euros nécessaires à la reconstruction. Donc, c'est financé vraiment par des fonds, vous voyez, par le fundraising, hein, les fonds qui sont collectés auprès des particuliers, des banques, bien sûr, des Américains très généreux qui avaient beaucoup de remords d'avoir bombardé cette belle ville. Et on va reconstruire la Frauenkirche, on va commencer la reconstruction en 1994, hein, donc il ne fallait même pas 5 ans pour trouver 180 millions d'euros, c'est bien. Et en 2005, l'église sera inaugurée. Donc voilà, vous la voyez en reconstruction en 2003 et vous apercevez au premier plan une partie un peu plus foncée, donc c'est ce qui restait de la Frauenkirche. Et ensuite, tout ce qui est blanc autour, ce sont les pierres nouvelles. Et par-ci, par-là, on a des pierres noires qu'on a en fait identifiées comme dans leur emplacement d'origine. Et donc, en fait, l'église aujourd'hui, elle a cet aspect un peu bicolore de la pierre blanche, qui est donc la pierre de la reconstruction, et de la pierre noire, qui est la pierre ancienne. Et en fait, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, le plus important à souligner, c'est que cette reconstruction de Frauenkirche, qui est quand même quelque chose d'assez colossal, va être une impulsion extrêmement importante sur le débat de comment on va reconstruire ce qui est autour. Parce qu'une fois qu'on a reconstruit la Frauenkirche, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait autour? Alors, vous voyez ici un petit plan qui nous montre la Frauenkirche, donc bâtiment imposant, et tout autour, donc cette tracé pittoresque des rues. Hein. Donc, tout ce qui est en fait vert et orange, notamment, sont des choses qui n'existaient pas dans les années 50, 60, 70, 80 et 90 même, et même jusqu'à 2000. Et en fait, une fois qu'on a construit la Frauenkirche, on a décidé de reconstruire le centre de Dresde, donc autour de cette place Neumarkt, un peu à l'identique. Alors je dis un peu parce que ce n'est pas complètement à l'identique. Et c'est là que c'est très intéressant. Donc voilà une photographie d'aujourd'hui qui nous montre la Frauenkirche telle qu'elle apparaît. Magnifique architecture, même si vous n'aimez pas forcément l'architecture baroque ou religieuse, quand même je pense que vous ne pouvez pas être indifférent une fois que vous êtes là. Il y a une ambiance extraordinaire devant cette église. Et nous avons donc une suite d'immeubles colorés qui sont reconstruits à l'identique, mais c'est un identique qui n'est pas identique parfaitement. On a les façades, hein, c'est du façadisme, on a les façades qui sont représentatives de ce que pouvait être Dresde au XVIIIe siècle ou même au XIXe. Alors on se basait beaucoup sur les images, par exemple, de Canaletto ou d'autres artistes qui ont représenté la ville. Mais derrière ces façades, il ne faut pas chercher le côté tarabiscoté d'origine. Hein. On a vraiment des espaces très modernes hein, qui sont aux normes d'aujourd'hui. Et ici, vous voyez donc cette autre vue sur ces mêmes immeubles d'un autre angle. Donc cette fois-ci, on ne voit pas la Frauenkirche parce qu'elle est en fait à droite, mais vous voyez Martin Luther qui a retrouvé sa place d'honneur, celui qui a survécu au bombardement. Et donc, ce qu'on voit ici également, c'est qu'à côté de ces immeubles qui sont très historicistes, ces façades historicistes, nous avons aussi, sur la partie plutôt droite de l'image, deux immeubles qui sont très modernes. En fait, ce qu'on a fait dans cette reconstruction, c'est qu'on a repéré quelques bâtiments. Alors, au départ, on en a répertorié 19 et pour finir, il y en avait 124, je crois, qu'on a considéré qui sont intéressants historiquement, qui ont une valeur esthétique et qu'il faut reconstruire à l'identique pour les façades. Mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas spécifiquement intéressants. Donc là, on a laissé un petit peu la carte blanche, enfin très surveillée, pour les architectes, des promoteurs, hein, pour construire quelque chose d'autre. Et donc, ce quelque chose d'autre est quand même, vous voyez, très, très discret et suit quand même aussi un certain canon à la hauteur des gouttières, les toits, à la hauteur des toits. Et puis, on a des façades extrêmement épurées, donc ils s'intègrent très, très bien, ça passe inaperçu dans l'ensemble. Donc, globalement, ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que cette reconstruction à l'identique, soi-disant, enfin, à l'identique, encore une fois, un peu, pas tout à fait identique, va être menée de façon, en fait, très rapide. Hein. Aujourd'hui, on en est au dernier bâtiment. Hein.
donc tout ça, ça a duré une vingtaine d'années avec le Covid dedans. C'était possible, comment c'était possible une reconstruction aussi rapide et aussi orchestrée? C'est parce qu'en fait, pendant le régime communiste, enfin le régime soviétique, il n'y avait plus de propriété privée. Et donc en fait, une fois que Dresde a été rasé, on n'a pas procédé à la restitution des terrains. Donc des personnes, les personnes voilà, qui étaient propriétaires avant, bah, tant pis, ils étaient propriétaires de rien. Et donc tout ça, ça appartenait à la ville. Et une fois que le mur de Berlin est tombé, la propriété privée elle est revenue, mais en fait, comme il n'y avait aucune parcelle matérialisée au sol, la ville est restée propriétaire. D'abord, il y a plein de Dresdois, de toute façon, qui sont morts dans les bombardements, et même leurs enfants. Et voilà, donc il n'y avait pas de restitution. Et finalement, la ville a pu vendre des quartiers entiers, en fait. Vous avez vu tout à l'heure sur le plan des quartiers 1, quartier 2, quartier 3, donc des îlots entiers aux promoteurs qui ont donc, sous condition bien sûr, respecté un cahier des charges, reconstruit la ville. Je vous montre juste un petit détail sur un immeuble très discret dans une petite rue à côté de Residenzschloss, qui a une façade très intéressante parce qu'il montre sur donc un immeuble qui est reconstruit, enfin qui est construit en fait de façon très épurée, moderne. Sur sa façade, il y a comme des impressions, voilà, très étranges, de la figure de Grete Pallucca. Alors Grete Pallucca, c'était une grande danseuse du début du XXe siècle, qui notamment dansait aussi au Bauhaus, enfin, qui performait vraiment dans les cercles modernistes. Elle faisait des sauts, elle faisait plein comme ça de choses extraordinaires. Je vous montre une petite photographie de l'époque avec un petit dessin de Kandinsky à côté qui étudie à partir de ses mouvements l'abstraction. Et vous avez donc sur l'image de gauche le zoom sur la façade de cet immeuble construit par Heike Botscher, une architecte dresdoise, sur laquelle on voit cette photographie un peu comme ça se projeter. C'est juste à travers un jeu de cannelures du béton. C'est un bâtiment avec une façade béton et juste un jeu de positif-négatif dans les cannelures du béton permet de créer cette image photographique de Grete Pallucca. En ce qui concerne d'ailleurs Heike Botscher, c'est une architecte vraiment intéressante. Elle a aussi participé à la rénovation des cours de Neustadt. Donc Neustadt, c'est cette autre partie de la ville de Dresde qui a été moins touchée par les bombardements, mais qui était dans une décrépitude, si on dit ça comme ça, un délabrement très très avancé parce que pendant le régime communiste, on ne se préoccupait pas trop d'entretenir en fait l'immobilier. Et donc, il y a des quartiers qui étaient vraiment dans un état de délabrement assez avancé. Et donc, on a investi tout un tas d'îlots comme ça qui étaient interconnectés par des petites cours et on en a fait des passages extraordinaires, on appelle Kunsthof-Passage, dans les passages des cours d'artistes, avec des façades superbes, notamment cette façade, ce mur musical, vous voyez des gouttières en fait qui laissent conduire la pluie jusqu'à une espèce de grand entonnoir et qui fait comme une sorte de musique quand il pleut. À chaque fois que je suis allée à Dresde visiter cette cour, il faisait très beau, donc je n'ai pas entendu la musique, mais ça c'est très sympa comme destination parce que quand il pleut, souvent on se dit oui c'est dommage qu'il pleuve quand on visite la ville, mais là il faut qu'il pleuve pour bien voir cette œuvre d'art, qui est une œuvre d'art véritablement dans un milieu, dans un espace public. Alors, je vais m'arrêter sur cette dernière image qui nous montre Dresde, alors vue toujours lointaine, avec un pont qui s'appelle Waldschlösschen, que vous voyez traverser donc la rivière Elbe, et qui est un pont qui a encore provoqué une discussion très enflammée à Dresde, puisque la construction de ce pont, dans les années 2010, 2009, je crois exactement d'ailleurs, a provoqué que Dresde a perdu son label de l'UNESCO. Donc, vous savez, il y a cette labellisation des villes, le patrimoine mondial, et en fait, Dresde a été classé patrimoine mondial de l'humanité, non pas à cause de la ville détruite et reconstruite, sur laquelle on avait beaucoup d'avis partagés, mais à cause de cet environnement naturel, fantastique, qui est toujours d'ailleurs présent et qui a déjà été, que je vous ai déjà montré dès le départ dans les premières images,
Et on a décidé de construire un pont pour tout simplement faire fonctionner la ville qui s'agrandit. Et il y avait à ce moment-là une sorte de bras de fer des écologistes qui ont dit non, mais si on construit le pont, nous on dépose une plainte en fait à l'UNESCO et vous allez voir, ils vont déclasser. Et ben oui, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, la municipalité de Dresde dit oui, et alors on avait besoin du pont. Moi, je ne trouve pas que ce pont est très laid, pas du tout même, il n'est pas du tout laid, il est très bien, il est assez discret et je ne crois pas qu'il enlève à Dresde tout son charme et j'espère qu'un jour vous pourrez tous aller visiter cette ville qui, comme je l'ai lu dernièrement, est une des top destinations de l'année 2023. Alors, dépêchez-vous. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions auxquelles je sais répondre, je répondrai avec plaisir. A-t-on trouvé des vestiges de l'Antiquité avant Je ne suis pas... Alors, oui, il y a peut-être quelques vestiges, mais c'est plus en fait une ville médiévale à Antiquité, je ne dirais pas vraiment. Existait-il des échanges commerciaux et diplomatiques réguliers avec l'Asie? Commerciaux, oui, diplomatiques en partie aussi, oui, bien sûr. Hein, ça, ce qui explique aussi cet engouement pour l'Asie et pour le grand Moghol, hein, qui était un exemple comme ça de référence pour Auguste le Fort. Comment toutes ces merveilles ont-elles pu échapper au bombardement, hein? Alors, il y en a plein qui n'ont pas échappé, évidemment. Tout ce qui était architecture ne pouvait pas être déplacé, donc c'est resté sur place, donc ça a été détruit. Par contre, les collections des musées ont pu être protégées. Donc, au moment où on sentait que les carottes étaient cuites, je pense qu'on a déplacé, en fait, on a déplacé ces choses à l'abri, hein, dans les caves ou dans les châteaux, dans les environs, etc. Au cours de cette exposition, il était indiqué que certains globes de l'époque avaient été détruits. C'est exact. Alors, vous pensez peut-être à l'exposition qui se tient actuellement au musée de Luxembourg, à Paris. Je ne l'ai pas vue. Il est possible qu'il y a des choses détruites aussi, mais je ne saurais pas vous dire si c'est exact. Mais s'il le dit, c'est que ça doit être exact. Hein. Pourrez-vous nous donner les informations sur la licorne? Alors, la licorne, c'est un animal légendaire. C'était donc une image qui a été, l'objet que je vous ai présenté a été créé, donc c'était la tasse licorne à laquelle vous avez, je pense, pensé. Hein. Elle était fabriquée à Leipzig hein, par un orfèvre, comme je vous ai donné. Je ne sais pas ce que je pourrais vous donner un peu plus comme information, quel genre d'information. Je ne sais pas. Pourquoi Frauenkirche? Ah oui, Frauen. Alors, c'est Notre-Dame, en fait. C'est l'église Notre-Dame. Traduction. Comment les porcelaines et tous les magnifiques objets de la voûte verte ont-ils été protégés des bombardements? Alors, oui, ils ont été bien mis à l'abri, évidemment, dans les endroits secrets. Mais la voûte verte en elle-même était cassée. Elle a été reconstruite par la suite. Combien de temps pour la reconstruction? Eh bien, de 1945 jusqu'à 2022, comptez. Et quand il gèle, la musique donne quoi sur ce mur? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas allée quand il gelait non plus. Normalement, je pense quand il gèle, l'eau doit être gelée. Hein. L'idée, c'est les gouttières qui font circuler l'eau dans l'entonnoir. Combien de temps vous semble nécessaire pour visiter Dresde? 5 jours minimum. Plus si vous voulez. Pourquoi église alors que c'est protestant luthérien temple? Oui, le terme allemand, c'est Kirche, l'église. Oui. Je pense qu'au départ, ça devait quand même être une église qui a été convertie c'était une très vieille église, donc elle était d'abord catholique, et puis ensuite elle est devenue protestante, hein, et donc on a gardé le nom Frauenkirche, tout simplement.